Chers amis présents, auditeurs, auditrices, aujourd'hui c'est une conférence très, très touchante où vous allez voir l'amour va baigner du début à la fin, car notre invité est Stéphane Attal, à qui je dis avant tout Stéphane Bokertov. Boker Tov, Boker Tov. À Alors tout. Stéphane, tu nous arrives avec un livre, un premier livre d'ailleurs, autobiographique, Mémoire des possibles, itinéraire d'une famille thune, que tu as publié aux éditions Transmettre, et on salue notre ami Paul Lévy. Alors Stéphane, Faut toujours saluer Paul Lévy, on ne sait jamais. absolument, démarre-nous ton livre. Comment t'es venue cette idée? Et puis, hop, nous allons démarrer avec les ascendants. Alors, écoutez, je vais vous raconter la genèse de l'écriture du livre et qui est complètement inattendue par rapport à notre réunion et par rapport même à l'histoire elle-même. C'est qu'en réalité, j'ai voulu écrire ce livre, enfin, j'ai eu envie de témoigner à la suite de l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste d'origine tchétchène, comme tout le monde sait, parce que je me suis dit, quand même, terrorisme ne rime pas forcément avec immigration. Et si je devais chercher des exemples, je me suis dit, mais après tout, il y a tous les juifs tunisiens. Il y a tous les juifs tunisiens qui sont arrivés dans les années, pour ce qui concerne ma famille, dans les années 40, 50, avec des allers-retours, et qui se sont retrouvés à s'intégrer, et non pas s'assimiler, comme dit l'autre, à s'intégrer à la République et donc à nos parents de faire ce que nous sommes devenus. Je dis, je vais raconter cette histoire. Je vais raconter cette histoire parce que finalement, la relation entre le Maghreb et la France, il n'y a pas que les musulmans, il y a aussi les juifs. Et donc, il y a une vraie leçon à tirer des volontés d'intégration. Et non pas. Alors, à l'époque, on ne parlait pas d'intégration. Moi, mes parents, ils n'ont jamais utilisé le mot intégration, ils utilisaient le mot réussite. À la volonté de réussir. Et c'est quoi la volonté de réussir pour des jeunes parents juifs dans les années 50-60? C'était quoi réussir? C'était d'abord réussir à l'école et réussir dans le travail. Donc, c'est travailler beaucoup, courber les chines, mais rester soi-même. Et en Alors fait, justement, c'est l'histoire Stéphane, de ma famille. Stéphane, justement, dans une précédente interview, j'avais tenu à te faire un grand compliment car euh, j'avais dit que quand je lisais ton livre, je pensais beaucoup à Manche-Clou parce qu'il y a partout le parfum Je l'ai compris, ouais. oriental, ok? Et on va démarrer avec les grands-parents. Et je trouve ça génial parce que toi, Stéphane, tu es né en 61, mais Ouais. d'emblée, dès le départ, tu passais tous tes étés chez les grands-parents et le départ avec la Fiat 850, le couscoussier sur les genoux. Maintenant, on dirait pendant quelques années, quand les Juifs tunisiens allaient à Deauville, c'était le micro-ondes et je vous raconterai une histoire après. Mais et Stéphane a toujours baigné et les grands-parents et les parents, tout le monde a baigné dans la Méditerranée, même si c'est pas orienté de la même manière. Alors, Stéphane, tes grands-parents. Alors, d'abord, j'ai eu la chance d'avoir 4 grands-parents, mais 2 que je n'ai pas connus et que je magnifie un petit peu dans mon livre, c'est Félix et Marie, les parents de ma mère, qui, eux, ont été très, très pauvres en Tunisie. Ils se sont mariés dans les années 20, 1920, je dis bien, pas la semaine dernière, hein. Et je vais résumer un peu, mais ils sont venus en France en 1936, ce qui est extrêmement rare. Pourquoi la France et pourquoi 1936? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que mon grand-père était légionnaire, donc bénéficiait de la nationalité française. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu une bagarre à la tunisienne dans la famille, qui fait que mon grand-père est parti avec femme et enfants chercher fortune ailleurs, en quittant ce café de la Goulette dont il avait hérité comme dot, pour se retrouver malheureusement en plein Front populaire
serveur de nuit chez Chartier, et ma grand-mère, qui n'était pas tout à fait la mode à l'époque, qui travaillait, et qui travaillait donc dans les années 30 et qui était marchande de 4 saisons dans les Halles. Voilà, donc ça c'est pour le premier couple. Le deuxième couple, c'est les parents de mon père, les Attal, qui eux, évidemment, m'ont beaucoup plus accompagné puisque je les ai très bien connus et qui eux m'ont fait découvrir la Tunisie, mais sur la Côte d'Azur. Comme tu disais, Monique, la différence de rivage n'a absolument pas empêché la tradition, les ambiances, la culture culinaire et la culture tout court d'ailleurs, qui a fait que je me suis retrouvé baigné dans une Tunisie où je n'avais jamais mis les pieds, grâce à eux. Et cette culture de la transmission, que ce soit la transmission par la nourriture, mais par la transmission aussi par l'histoire. J'avais une relation très très forte avec mon grand-père et qui me racontait sa Tunisie et qui me racontait ses propres valeurs d'une façon extrêmement simple. Mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. Et ma grand-mère savait juste signer son nom. Elle signait Madame Attal. Vous voyez, elle ne signait même Alors pas son nom. Stéphane, parce que Ouais. tu es né en 61, il y a une histoire, parce que c'est bourré de petites anecdotes, il y a une histoire, bien que tu n'aies pas beaucoup connu tes grands-parents maternels, mais Marie a sauvé la vie de ta mère et de ses sœurs. Si tu peux raconter cette histoire que je trouve magnifique, parce qu'en effet, remontons un petit peu dans les années 40 où la Alors, lèpre comme je l'ai était dit, installée sur la France. moi, mon grand-père étant français, il est venu en France, Front populaire, et donc juste après, déclaration de guerre, et puis statut des Juifs. Et lui, donc, était français, et il a eu la présence, encore une fois, mes grands-parents étaient des gens ignorants, sans instruction. Je ne parle pas sans éducation, mais sans instruction, mais néanmoins extrêmement instinctifs. Et mon grand-père n'a jamais été donner ses papiers en échange de l'étoile jaune. Et c'est probablement ce qui les a sauvés, puisque lui est parti en 1941 vers Marseille pour préparer le retour de la famille en Tunisie. Et ma grand-mère est restée seule avec ses 4 filles, dont l'aînée était épileptique, ma mère étant la dernière. Et elles ont attendu un signal qui qui devait les prévenir qu'il fallait qu'elles aillent en zone libre et qu'un passeur avait été recruté pour l'occasion. Donc, il faut imaginer une femme de 25-30 ans à cette époque-là, juive, avec 4 filles, se retrouvant seule, et les 2 dernières filles étaient à l'assistance publique, toujours sans dire qu'elles étaient juives. On arrive en 1942 et elles reçoivent un message de mon grand-père, je ne peux pas vous dire comment, mais ma mère n'a jamais su, elle avait 8 ans. Hein. Et elles reçoivent ce message et au même moment, le commissaire de police des Halles, il y avait un commissariat dans les Halles, et ma grand-mère lui donnait des légumes. Parce qu'elle était marchande de 4 saisons. Hein. Marchande de 4 saisons. Et grâce aux légumes de ma grand-mère, il l'a prévenue en lui disant que c'était son tour d'être raflé. Et il lui a dit, tu habites dans le 10e, ils habitaient à l'époque rue de l'Échiquier à Paris, les Allemands raflent par arrondissement, traverse la rue, va te cacher au Rex, au cinéma Le Rex, qui est dans le 2e. Et donc, elle a traversé la rue avec ses enfants, et ma mère me raconte qu'elles ont passé la nuit au cinéma, et que pour ne pas effrayer ma mère et mes tantes, le propriétaire du cinéma leur a mis des films toute la nuit. Comme quoi, il y a eu quand même des gens à morale. Il leur a mis des films toute la nuit, et elles sont ensuite parties, on va dire presque à pied, hein, c'est-à-dire métro, train, pour arriver jusqu'en zone libre. Et là, elles avaient rendez-vous avec un passeur. Et pour revenir à ce que tu disais, Monique, elles avaient rendez-vous avec un passeur qui, évidemment, était pas un mec très recommandable, probablement. Et quand il a vu ma maman, qui donc avait 8 ans, il a dit « elle passe pas, trop jeune ». Et ma mère me raconte
je l'entends encore parce que ma mère a fait, comme beaucoup d'enfants qui ont vécu ces moments-là, a fait une très lourde thérapie. Ma mère a vu sa mère aller dans les fourrés avec le passeur et le dit passeur ressortir des fourrés un moment plus tard avec le manteau de ma grand-mère sur les épaules. Quelle horreur! Quelle horreur! Alors, juste pour la petite histoire, parce que j'ai envie de Ouais. la faire, il faut absolument que vous lisiez mon livre pour Ah bah oui, oui, ça je dois goûter vous le dire que sel. c'est bourré d'anecdotes. Alors Stéphane, Pour goûter le sel de cette anecdote, mais il faut quand même savoir que mon grand-père a retrouvé le passeur 2 ans après. oui, et qu'en tant que légionnaire, Il est resté là où il était. on ne pique pas, on ne touche pas à la femme d'un légionnaire, n'est-ce pas, Tal? Exactement. Hein? Et alors, Exactement. donc, Stéphane, tu grandis dans l'amour à Nice des grands-parents et c'est parfumé, il y a un parfum. Moi, en lisant ce passage que je vais relater, il y a l'eau de fleurs d'oranger qui baigne parce que après avoir pris le train de nuit avec le grand-père, d'accord, Non, on met la voiture. avec mes parents. Non, non. Ce qu'on faisait, c'était que ma mère mettait la Fiat 850 dans le train. Nous, on prenait le train bleu. Oui, c'est ça, C'était extrêmement chic. Hein. On tout prenait à le train fait. bleu, on mangeait au wagon-restaurant et on se retrouvait à Nice. On sortait la voiture du train et il fallait aller chercher mes grands-parents parce qu'en fait, on les emmenait à Cannes. Et alors, justement, mais on est toujours reçu avec quoi? Le petit Des déjeuner, banatage. qu'est-ce qu'on Des prend? banatage ou des pains perdus. Ça dépendait des heures Voilà. d'arrivée. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas le pain perdu, c'est Ah la non? spécialité tunisienne Ah pour bah la alors, fête des filles, je suis Charles tout de seul. Telbnet. Quant au banatage, on pourrait dire que ça pourrait être journalier. On peut en manger tous les jours. Et alors donc, Stéphane, tu grandis avec pas simplement la famille Attal, parce qu'il y a les amis de tes parents. Il y a Viviane et Maurice ont des amis, mais vraiment qui sont des frères et des sœurs de cœur. Il y a les Calfons, il y a les Marouani, il y a les Exactement. Citruc. Alors, je dois rappeler que les Citruc, ce sont les parents du grand rabbin Jo Citruc, pour Qui qui sont, la qui sont Torah est l'oncle, une, mais on l'écrit différemment. qui sont l'oncle D'accord? et la tante, qui sont l'oncle et la tante de mes parents. Absolument. Alors, donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'abord ces premières vacances à Nice? Parce que l'enfant que tu étais, bien sûr, c'est tout de suite le bain de mer et Ben entouré moi, des cousins-cousines. moi, il faut quand même savoir que je ne savais pas que j'étais juif. Oui. Le résultat de cette histoire de la guerre que je vous ai racontée, c'est que mes parents étaient non pas en volonté ni d'assimilation ni d'intégration, mais de réussite, et que pour eux, la seule religion, c'était le travail. Moi, je ne savais pas que j'étais juif. Je n'ai compris que j'étais juif que l'été 1967, parce que en allant dans ma famille à Nice, Mmh. on n'allait pas encore à Cannes. Là, je me rends compte que la famille Citruc, donc l'oncle et la tante de mes parents, sont dans tous leurs états parce que leurs enfants sont partis après la guerre des 6 jours en Israël et ne sont pas revenus. Ils sont restés là-bas, ça leur a beaucoup plu. Et donc, Israël fait irruption dans la famille. Et ça concerne le grand rabbin, ça concerne ses sœurs. La sœur de Jo Citruc, que vous connaissez peut-être en Israël, qui s'appelle Sylvia Marouani. Qui donne des cours d'ailleurs de pensée juive aux femmes. Qui est ma cousine adorée et qui a envoyé un télégramme à ses parents juste après la guerre des 6 jours avec un mot extra. Donc, pour leur donner des nouvelles, c'était quand même assez lapidaire, mais bon. Et donc, effectivement, cet été-là, moi, j'ai 6 ans et je découvre une ambiance juive, tunisienne, sioniste. Je découvre tout ça en même temps, avec le soleil, la famille,
tous les cousins, cousines, etc., qui étaient là. Et pour moi, comment dire, c'est une plongée dans le bonheur, en fait. Alors, c'est vrai, il y a les odeurs, il y a les pains perdus le matin, les banatages à midi, les pâtes à la sauce tomate, les bains de mer, le bateau. Moi, j'apprends à nager à 4 ans. Mon oncle me jette à l'eau à l'âge de 4 ans en me disant débrouille-toi, rentre à la nage. Et c'est quelque chose qui a complètement, je pense, forgé ma vie, ma conviction de comment il fallait faire grandir les enfants. Et je crois que ce que m'ont transmis mes grands-parents et mes parents, c'est cet amour de la famille. Donc ces valeurs incroyables qui correspondent au peuple juif, mais qui sont, je dois le dire, assez proches des juifs tunisiens, c'est-à-dire la table. La table, c'est tout le temps, c'est peu importe ce qu'il y a dans l'assiette, en fait, c'est d'être ensemble autour de la table. Voilà. Avec mention particulière pour les pâtes à la sauce, Stéphane. Bah oui, parce que vous savez, la Tunisie a été, les Juifs tunisiens doivent beaucoup aux Juifs livournais. Les Juifs italiens ont apporté à la Tunisie d'abord l'école, ça c'est une chose, mais aussi la sauce tomate. Tout à fait. Et l'ensemble des deux fait que, on est des gens qui sommes éduqués et instruits, et deux, qu'on a des goûts extrêmement simples pour des mets absolument succulents Alors, Stéphane, dans ta culture que j'appellerais atalienne, pour la différencier du reste, il n'y a pas que la cuisine, il y a aussi la musique, parce qu'on arrive très vite à la période des 60s, et il y a aussi, un petit peu plus tard, mais tu vas être amené à en parler, ta découverte des courses. Alors, on va commencer d'abord par la musique avec les cousins-cousines. La musique, je veux dire, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai des cousins plus vieux que moi. Oui, dont Chantal, la chanteuse, la crooner. Bien sûr. Mais donc, je n'ai que des cousins plus vieux que moi qui ont entre 5 et 10 ans de plus que moi. Ce qui fait que moi, j'ai été baigné dans les Beatles, les Rolling Stones, la folie hippie, le musical, le rock and roll, la drogue, le côté libertaire, mai 68. Mais j'étais complètement dedans, alors que j'étais un petit enfant et que je ne connaissais rien à rien. Mais moi, je sais qu'à l'âge de 14 ans, j'avais la sœur de Chantal, Simone, qui était photographe de rock à Best et Rock et Folk, qui sont donc des journaux spécialisés, et qui m'emmenaient dans tous les concerts. À Paris, j'ai vu les plus grandes stars et ce qu'on appelle aujourd'hui des stadium stars, c'est-à-dire des gens qui aujourd'hui remplissent des stades. Je les ai vus dans des petites salles à Paris grâce à elle. Elle était complètement droguée et mes parents n'avaient absolument pas conscience du danger que je courais à être emmenée, parce qu'en fait, ils savaient, et d'ailleurs, elle n'en a jamais utilisé, mes parents savaient qu'elle m'empêcherait de faire une Elle bêtise. te protégerait, oui. Qu'elle ne me tenterait pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi, j'ai vu tous les plus grands concerts de rock avec des mecs aux cheveux jusqu'ici, des nuages de hashish jusqu'à ne plus pouvoir voir sa main quand on levait le bras, sans rien consommer du tout. Et donc, j'ai été baigné dans cette ambiance-là, dans cette culture musicale, qui fait qu'aujourd'hui, je tiens même des chroniques musicales et je suis devenu un collectionneur de disques aux grandes dames de toutes les femmes qui ont jalonné ma vie, puisque je dois avoir quelque chose comme 7000 CD. Je CD. pense que ce sera le sujet d'un prochain livre. Alors, Stéphane, le petit Stéphane grandit et les parents déménagent, parce qu'au départ, tu étais à côté de la rue Chaptal, et vous êtes les précurseurs, car la famille Attal arrive 36 rue de Courcelles. Ouais, et l'école, bon chic, bon teint, raconte ton expérience d'entrée à l'école primaire. L'école primaire de la rue Paul Baudry, je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui connaissent… Si, j'en connais une qui est toute là-haut. Les blonds de Gad Elmaleh, mais il n'y avait que des blonds. Que des blonds en loden vert. Je pense que j'étais le seul juif de l'école, pas non seulement de la classe, mais de l'école. Et donc, c'était un petit peu spécial. Alors, ce qui était étonnant, c'est que moi, j'étais le seul juif de l'école, mais
parmi les instituteurs, il y avait un monsieur Spadja et un monsieur Safar. Et ce qui devait rassurer mes parents d'avoir des instituteurs de la même origine qu'eux, en fait, a été un cauchemar parce qu'ils ne voulaient surtout pas se faire remarquer Et oui. et favoriser un petit juif pied noir, comme il disait à l'époque, qui arrivait en France. Et je me suis retrouvé le bouc émissaire de ces deux instituteurs-là, parce que j'étais bègue et que j'avais des gros problèmes pour m'exprimer et pour faire Oui, la… alors je vais rappeler aux auditeurs, en fait, Stéphane est gaucher et à l'époque, on obligeait les gauchers à écrire de la main droite, d'où le démarrage d'un bégaiement qui l'a longtemps traumatisé. Ah bah oui, oui, exactement, surtout que j'ai une mémoire d'éléphant et que j'avais 0 en récitation parce que je ne pouvais rien sortir. Et donc, je me retrouve dans cette école et un jour, dans la cour de récréation, il y a un petit garçon de mon âge qui vient vers moi, qui me traite de sale juif. Maintenant, moi, je ne savais pas ce que c'était que d'être juif, mais lui non plus, évidemment. Et je me suis juste rendu compte que c'était extrêmement méchant. Je me suis jeté sur lui. Je l'ai massacré. Ne Et vous confrontez pas à Stéphane, hein? je l'ai massacré, mais je me suis fait massacrer aussi. Hein. Je suis sorti de Oui, là, ça je pense. les vêtements déchirés. Et quand ma mère a voulu aller voir le directeur, c'est ce qu'elle a fait, elle est allée voir le directeur, et il lui a dit on ne peut rien faire parce que c'est un fils d'avocat. Alors, Stéphane grandit encore et bien sûr, ta petite sœur Sophie a pleinement profité de tes expériences. C'était vraiment une période où on vous laissait faire tout ce que vous vouliez, hein? Entouré des cousins, mais mon Dieu, les dangers que vous auriez pu frôler. OK? Et on entre au lycée Carnot. Ouais. Alors, et là, bien sûr, ton monde s'ouvre parce qu'il y a de nouvelles amitiés aussi. Ah bah, il y a des amitiés qui sont fondatrices. Hein. Moi, j'arrive au lycée Carnot, j'ai 10 ans, parce que j'ai un an d'avance. Et je rencontre le jour de l'entrée en sixième, celui qui aujourd'hui encore, c'est-à-dire 50 ans après, est toujours mon meilleur ami. C'est la famille Brahmi. Et je tombe donc sur un juif tunisien. Qui arrive de Tunis, lui, en fait. Hein? C'est le sketch de Michel Boujna, Tout à fait. son premier spectacle, Albert, quand il arrive emmitouflé avec 4 écharpes et 3 pulls parce qu'on est au mois de mars et Absolument. on peut attraper froid. C'est exactement la même chose. Je rencontre cette personne, on se retrouve assis côte à côte, puisque Attal, Brahmi, c'est pas loin par ordre alphabétique. Et d'ailleurs, l'appel, le premier jour, Attal, Berne, Bloch, Brahmi. Exactement. Et la surtout, fourchette. On est alignés en randonnion dans le lycée Carnot. Et Madame le censeur, à l'époque, il y avait un poste qui s'appelait Madame le censeur, qui a fait avancer d'un pas en avant un certain nombre d'élèves, dont évidemment moi et mon ami Brahmi. Et on s'est dit, ça y est, ils veulent tuer tous les juifs. Et en fait, ce n'est pas pour ça, c'est parce qu'on avait les cheveux trop longs. Et qu'il fallait qu'on les assure que dans la semaine, on puisse aller se faire couper les cheveux. Vous voyez où on en était à l'époque. Hein. Alors, Stéphane grandit et arrive la bar mitzvah. Mais dans la famille Attal, on n'est pas des piliers de bénitier, mais il y a quand même un oncle rabbin à Nice. Alors, Stéphane? Il y a mon oncle Armand, Armand Assayag, Zichrono Libracha, qui est un rabbin comme on en rêve, c'est-à-dire qui n'impose rien à personne et qui transmet plutôt qu'enseigner. Et lui commence à me faire réviser des choses. Mais chez moi, il n'y a tellement pas de religion que c'est extrêmement compliqué. Et aujourd'hui, on le voit encore dans certaines familles qui viennent à la synagogue. Quand les parents ne sont pas imprégnés de religion, c'est très compliqué pour les enfants de réviser et de pratiquer. Donc effectivement, arrive ma bar mitzvah et comme on est attaché à aucune synagogue, à aucune tradition, qu'on fait le kidouche, mon père dit la première ligne du kidouche le vendredi soir et va allumer la télé. Donc on n'est pas du tout dans le Shabbat que l'on vit aujourd'hui. Et donc, je révise ma bar mitzvah avec un rabbin extraordinaire qui s'appelle le rabbin Gourevitch, qui était
l'aumônier du lycée Carnot et qui était le rabbin de la synagogue de la rue Ancel, qui à l'époque était ashkénaze, et qui m'a fait faire ma bar mitzvah, fait de briques et de broc. Mais il y avait autour de moi mon oncle, donc Armand Assayag, et mon cousin Joseph Citruc, donc, qui était là. Comme quoi, les voies du Seigneur sont impénétrables, parce que cette famille d'épicuriens a donné quand même 2 rabbins, dont un grand rabbin de France. Exactement, exactement. Et surtout, ils m'ont laissé faire mon chemin là-dedans, tout seul. Voilà. Et aujourd'hui, je sais que Jo était extrêmement, on va dire, attendri et étonné par ma teshuva. Là, je le sais. Alors, et on grandit, mais il y a aussi une autre dimension dans la famille Attal, donc élargie. Il y a le cousin Jules Ouaki, qui est quand même à la tête de l'Empire Tati. Pourquoi je fais appel à cette famille Ouaki? Parce qu'il y a plein d'anecdotes, et je te laisse en parler, Stéphane, autour de quoi la forêt? En fait, donc Jules Ouaki, c'est le cousin germain de ma mère. C'est le fils de l'associé de mon grand-père avec qui il s'est disputé à la Goulette dans les années 30. Autour du café, l'héritage du café. Alors, Jules Ouaki. Voilà, donc c'est le cousin germain, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui fait travailler toute la famille, et c'est celui qui réunit toute la famille tous les week-ends à Quoi-la-Forêt, dans sa maison, dans son domaine, et on vit des moments absolument éblouissants parce que d'abord d'une générosité absolument incroyable, des tables encore une fois où toutes les femmes de la famille, ma mère compris, mettent la main à la pâte pour nourrir tous ces enfants et tous leurs hommes, sachant que les hommes partent aux courses. Et justement, Stéphane, parce que avant de parler des courses, parce que c'est vraiment un dossier très important, tu vas nous relater le mariage de la fille de Jules, qui a été un mariage princier. Moi, j'ai 12 ans. Donc, c'était juste avant ma bar mitzvah. Et ma cousine, donc Tita, est partie en vacances à Tunis et a ramené dans ses bagages un beau jeune homme. Hubert. Hubert, bien sous tout rapport, et champion de tennis de son état. Étudiant et champion de tennis de son état, super séduisant, beau gosse, adorable. Il se marie. Voilà, il décide de se marier. Et évidemment, la fête se passe dans la maison de Quoi-la-Forêt. On est en 1973 ou 14. Et là, incroyable, imaginez mes yeux d'enfant, et ceux de ma sœur et de mes cousins et mes cousines et toute la famille, quand on voit arriver, bon, Enrico Macias, d'accord. Bon, Esther Galil, d'accord. Bon, le groupe Adama. Donc, pour occuper les auditeurs, on raconte le mariage de Tita, la fille de Jules Ouaki, où de grands artistes sont invités, mais surtout, Stéphane, qui est l'invité d'honneur? L'invité d'honneur, c'est Mike Brandt. Que Mike Brandt. Donc, on se retrouve tout simplement, et Mike Brandt qui chante, qui prend ma cousine dans ses bras et qui lui chante « Laisse-moi t'aimer ». Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà. Donc, imaginez ça. J'imagine surtout la chemise à jabot qui va être le modèle pour ta bar mitzvah, d'ailleurs. Rouge. Alors, donc, vous aurez compris que dans ce grand mariage, il y a Mike Brandt. Et je vais tout de suite brancher Stéphane, en attendant qu'il se branche lui-même au son. Je disais que j'allais te brancher sur une de tes passions, ta découverte de passion grâce à Hubert, entre autres, le tennis. Stéphane va découvrir le tennis grâce à Hubert, le marié, le gendre de Jules Ouaki. Et pour l'anecdote, je dois vous dire que Jules Ouaki était tellement généreux qu'il a même affrété un avion où il a invité tous les couples de la famille à aller aux Seychelles. Mais Maurice, le père de Stéphane, s'est fait un point d'honneur à payer lui-même ses 2 billets d'avion, le sien et celui de Viviane, sa femme. Ta passion pour le tennis, parce que l'heure avance et il va falloir laisser la place aux questions après.
Eh ben, je découvre ce sport magnifique avec Hubert. Et vous voyez, presque 50 ans après, je continue à jouer, et lui aussi d'ailleurs. Et on a non seulement cette passion en commun, mais surtout, moi j'en ai fait un travail, puisque j'ai commencé toute la première partie de ma carrière dans le tennis. Alors, je dois vous dire que Stéphane s'est retrouvé, bien sûr, ramasseur de balles, mais il s'est trouvé également partageant une partie de tennis avec qui? Avec Jean-Paul Belmondo, avec Paul. Ouais, c'est vrai. Tu as vraiment croisé le chemin de grandes vedettes à tel point qu'il y a une histoire. Il y a une très belle histoire parce qu'on te prend au mot en te demandant un jour si tu es capable de danser avec une vedette. Et qui tu invites, Stéphane? Alors, oui, avant de dire On l'a fait qui, raccourci, là. Hein. voilà, avant de dire qui, voilà, j'étais au club Méditerranée avec mes parents, pardon, en Corse, et il se trouve qu'il y avait un film qui se tournait, un film de Claude Lelouch qui se tournait là, en même temps que nos vacances, un film qui n'a fait absolument aucun succès, c'est peut-être le seul, qui s'appelait Et si c'était à refaire. Et ce film mettait en scène Catherine Deneuve. Et dans la bande de Claude Lelouch, il y avait donc Claude Lelouch lui-même, Anouk Aimée, Elie Chouraki, qui était son assistant, et avec qui on a partagé des parties de volleyball extraordinaires au Club Med de Sant'Ambrogio en Corse. Et il y avait aussi Jacques Dutronc et Françoise Hardy qui venaient en voisin. Donc tous ces gens-là étaient là. Et nous, tous les copains de mes parents et nous étions tous donc figurants dans ce film. Et un jour, il y avait, vous savez que dans tous les clubs med, il y a ce qu'on appelle un nightclub, c'est-à-dire une boîte de nuit. Et cette boîte de nuit avait la particularité d'être partagée avec le grand public. Elle n'était pas dans le village du club med, mais dans la ville. Donc on allait tous en boîte là-bas. Et un copain, qui d'ailleurs s'appelle Philippe Boujna, qui est le cousin de Michel Boujna, qui était là lui aussi avec sa famille en vacances, me dit: tiens, je te donne un collier barre si tu invites Catherine Deneuve à danser. Collier barre, c'était la monnaie d'échange Tout au à Club Med, fait. je sais pas. Voilà. Et j'ai dit: bon, bah d'accord, donne. Mais peu importe ce qu'elle me dise oui ou non, je garde le collier barre. Et donc, je m'approche. Il y avait toute la bande. Aujourd'hui, je serais incapable de faire ça d'ailleurs. Et je vais voir Catherine Deneuve. Je dis: bah voilà, on m'a proposé un collier barre pour vous inviter à danser. Bon, je sais que vous allez dire non, mais voilà, moi, je vous ai invité. Et à ce moment-là, il y a le slow de Patrick Juvet qui s'appelait Faut pas rêver. Je ne sais pas si certaines s'en souviennent, et qui se déclenche. Et Claude Lelouch lui dit: bah, avec un slow pareil, tu peux pas lui dire non. Et me voilà en train de danser avec Catherine Deneuve pendant un soir du mois d'août au Club Med de Sant'Ambrogio. Voilà. Alors, en remontant un petit peu, je fais un flashback, c'est que comment on arrive au Club Med, c'est que Viviane, la maman, en a un petit peu marre de ses vacances entre Nice, Cannes, avec les beaux-parents, et elle décide d'imposer, elle veut faire un peu comme les copines en fait, et elle demande à son mari, qui ne sait pas lui refuser quoi que ce soit, elle lui impose le Club Med, au même titre qu'elle lui a imposé également Deauville après. Deauville, ouais. Mais là, ton père n'a absolument pas hésité, car une des passions du père, donc de Maurice, qui a fait découvrir à Stéphane les courses, parce que aussi bien à Nice, avec Cannes-sur-Mer, qu'à Deauville, on baignait jusqu'à avoir des juments. On baigne toujours d'ailleurs. Hein. Mais oui. D'ailleurs, il y a un très bel épisode sur la jument qui s'appelait Marie Dumont. Il y en a eu d'autres. Marie Dumont. Si tu pouvais nous raconter l'histoire de la vente de Marie Dumont, parce qu'elle est vraiment très symptomatique. En fait, c'est une vraie leçon de business qu'on n'apprend pas dans les écoles de commerce que m'a donné là mon père. Puisqu'il arrive un jour au mois de février de l'année 83 avec cette jument de 2 ans qui n'a jamais couru, qui gagne sa première course. Au mois de mars, elle gagne sa deuxième course. Au mois d'avril, elle gagne sa troisième course. Au mois de mai, elle gagne sa quatrième course. Au mois de juin, elle arrive deuxième. Et l'entraîneur dit à mon père, il faut qu'on l'inscrive à Deauville. Elle peut gagner une course de groupe. C'est niveau de plus en plus.
Et donc, évidemment, ils partent à Deauville avec la jument. Elle court une première course en juillet et gagne. Donc maintenant, la presse en parle, etc., etc. Et arrive le dernier week-end d'août 83, où là, elle est engagée dans ce qu'on appelle une course de groupe avec 6 autres juments, course de 7 chevaux. Et la course se déclenche et les 7 juments arrivent toutes sur la même ligne. Impossible à départager autrement que par une photo. Il y avait eu des erreurs de jockey, etc., etc. Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était le cas. Et du coup, Marie Dumont arrive 6e sur 7, alors ils étaient tous, voilà. Et 6e à un nez d'écart avec la première. Et qu'à cela ne tienne, à ce moment-là, il y a un courtier en chevaux qui vient voir mon père, toujours sur le champ de course, qui vient voir mon père arabe, qui propose de te racheter la jument 1 million de francs si elle gagne au mois d'octobre le critérium des pouliches. Jusque-là, c'est une belle histoire, mais la très belle histoire, c'est que mon père lui dit, écoute, il a qu'à me l'acheter 600 000 francs tout de suite et qu'il la gagne lui-même. Ni une ni deux, c'est chose faite. Tout le monde engueule mon père en disant qu'il n'avait pas le sens des affaires, etc., etc. La pouliche est donc vendue. Mon père nous invite à dîner au casino de Deauville. Je peux vous dire qu'on est allé très sérieusement sur le champagne. Et arrivé au mois d'octobre, la pouliche rentre sur le champ de course, va sur le paddock d'entraînement, se plante un clou dans le talon, ne courra pas et ne courra plus jamais. C'est incroyable, hein? Voilà. Alors, je saute comme ça un peu du coq à l'âne pour donner envie de lire ce livre qui est vraiment très, très agréable à lire, parce que j'aimerais revenir un petit peu sur, tu parlais de formation qu'on ne donne pas dans les écoles de commerce. Stéphane a été amené à aller en Angleterre, à apprendre l'anglais et à devenir donc l'interprète de son père, qui le branche un petit peu sur des ventes. Raconte-nous l'histoire des Converse. En fait, mon père s'est retrouvé, par l'intermédiaire d'un ami, à devenir l'importateur de Converse en France. Et comme il ne parlait pas un mot d'anglais, pendant mes études, j'ai accompagné mon père dans tous ses voyages et dans toutes ses relations avec l'international de Converse, ce qui m'a permis d'abord, pour tout vous dire, de savoir ce qu'il ne faut pas faire, en tout cas d'avoir un large aperçu de ce qu'il ne faut pas faire, et surtout d'avoir un moment de partage extraordinaire avec mon père. On a, comme le dit aujourd'hui ma sœur, on a des souvenirs de famille, mais moi j'ai des souvenirs uniques. Voilà. Puisque j'ai passé 6 ans aux côtés de mon père à développer cette marque en France. Mais ta mère aussi avait la bosse du commerce. Ma mère avait des magasins. Ma mère avait un magasin, elle tenait un magasin qui appartenait à mon père dans la galerie Point Chaud sur les Champs-Élysées, qui s'appelle aujourd'hui la galerie 66, et où elle était, et ça c'est encore un coup de mon père, il avait obtenu de André Courrèges l'exclusivité de la distribution de la marque Courrèges sur les Champs-Élysées. Sachant que Courrèges était absolument. La Boétie, juste derrière, à côté. Juste derrière, mais ce n'était pas les Champs-Élysées. Et il avait obtenu ça, ce qui fait qu'il y avait tout le Japon qui venait acheter des pulls Courrèges chez ma mère. Ouais, voilà, c'est ça. Et après ça, ma mère a inventé un métier en France, puisqu'elle a ouvert le premier dépôt-vente de vêtements de luxe pour femmes. Voilà. Bravo. Alors, donc, pendant la perte du son, j'ai rappelé que tu étais devenu également cordeur à Roland-Garros, parce que tu as flirté avec, et tu es toujours sur les terrains, d'accord? Ça ne gêne pas du tout. La dernière fois que j'ai eu Stéphane, il sortait d'un match et il me dit dépêche-toi parce qu'il allait faire Minha après. Donc, pour vous dire à quel point, chez les Attal, on est vraiment à la croisée des cultures. Exactement. Mais dans ce roman autobiographique, il y a surtout beaucoup d'amour
Et je ne doute pas une seconde que tu aies fait grandir tes 3 enfants, Michael, Charlotte et Jérémie, dans tout cet amour que tes grands-parents, tes parents t'ont communiqué en fait. Bah, c'est à eux de le dire, mais je pense que oui. Alors maintenant, Stéphane, on va demander aux présents, aux auditeurs, d'annoncer leurs questions. Stéphane est prêt à vous répondre. Je vous invite. J'ai un quart d'heure. Voilà, il a un quart d'heure. Donc, à tour de rôle, vous ouvrez votre micro quand vous avez une question à poser. Allez-y, nous vous attendons. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas de questions. Victor Ayoun, vas-y. Oui, bonjour. Écoutez, c'était très intéressant, c'est passionnant, et on se rend compte à quel point chaque personne qui pourrait être touchée par une aiguille qu'on jette dans une foule nous raconte une histoire qui est vraiment passionnante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et là, elle est souvent posée à des gens d'origine chrétienne et qui m'ont incité à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire l'étude de l'histoire des Juifs de Tunisie. Qu'est-ce qui fait de vous un Juif tunisien? Alors, c'est une très, très bonne question. Je vais vous dire, ce qui fait de moi un Juif tunisien, c'est 2 choses. C'est des traits de caractère et des ancrages. Le trait de caractère principal, c'est la joie de vivre. Il y a chez les Juifs tunisiens cette capacité à transcender les problématiques par la joie qui est assez unique dans les communautés juives du Maghreb. Ça, c'est un. Et deuxièmement, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, pour ce qui me concerne, c'est la nourriture, c'est la cuisine. C'est ça qui fait de moi un Juif tunisien aujourd'hui. Puisque moi, je n'ai jamais vécu en Tunisie. Il a même failli partir en vacances grâce à son ami Brahmi, mais ça a été une invitation bidon. N'est-ce pas, Stéphane? Exactement, ouais, absolument. Tu l'as bien lu, le livre. Hein? Ah oui, oui. Juste pour clôturer ce détail, la plupart des gens à qui j'ai posé cette question m'ont répondu la nourriture, c'était l'après là, le macro, les déblais, les machins comme ça. Alors je me suis dit, mais mince alors, il n'y a pas que la nourriture dans cette communauté. Et c'est là où je plongeais dans l'histoire des Juifs et de ce qu'ils ont fait en tant que communauté, en tant qu'organisation communautaire, en tant que des gens pensants, que ce soit des laïcs ou des religieux, en détaillant les influences des rabbins qui nous enseignaient le Aleph Bet au Keteb lorsqu'on allait au Talmud Torah, lorsqu'on était gosse, et aussi le sionisme, comment il a été implanté en Tunisie, par qui il a été géré et développé, et ce sont des choses qui sont extraordinaires. Et dans chacun de ces dossiers, on peut s'étaler pendant des heures. Moi, j'ai pas connu ça. Merci beaucoup pour la réponse. Parce que... Pardon? Stéphane veut te répondre, Victor. Moi, j'ai pas connu ça parce que, comment dire, le sionisme, c'était après le départ de mes parents. Oui, oui. Moi, je pense qu'une culture se transmet principalement par la cuisine, la musique, et vous allez être étonnés, les gros mots. Ah oui, bien sûr. En fait partie. Alors, y a-t-il une autre question? Stéphane a un petit moment à nous consacrer encore. N'hésitez pas, il est prêt à vous répondre. Je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de se connecter. N'ayez pas peur. Hein. Oui, n'ayez pas peur, il ne va pas vous manger. Stéphane adore surtout les pâtes à la sauce et les banottages. Et vraiment, quant à moi, je vous invite à vous procurer ce livre que je vais vous montrer à l'écran. Voilà. Mémoire des possibles, itinéraire d'une famille thune aux éditions Transmettre que vous pouvez avoir à la FNAC, sur Amazon. Alors, y a-t-il d'autres questions?
qui veut venir déjeuner chez moi? Je dois préparer des pâtes à la sauce pour mon mari. Stéphane, elle n'est pas loin de chez toi. Elle n'est pas loin de chez toi. Vous êtes où, madame? Je suis Marie. Médéric. J'habite rue Médéric depuis 40 ans. Mes enfants sont allés au lycée Carnot, d'accord? Moi-même, lycée Carnot, mais de Tunis, voilà. Donc, c'est toute une tradition. Par contre, je n'ai pas un tel amour pour la Tunisie. Monique sait pourquoi. Et je suis restée tunisienne, on va dire, au fond de moi-même. Mais je ne peux pas remercier la Tunisie. Non, je pense que Danielle Lévy-Corcos est judéo-tunisienne. Je pense qu'il y a une dimension que l'on oublie et qu'il faut rappeler. On peut, mais tu sais très bien pourquoi la Tunisie. Tout à fait. Voilà. Et donc, là-dessus, ben, si vous voulez venir prendre des pâtes à la sauce, alors je fais des penne et des spaghettis ce midi. Ah, mais c'est bien, malheureusement, je suis un peu loin du 17e là. Bon, maintenant, savez-vous pourquoi les magasins s'appellent Tati? Oui, bien sûr, parce que ma tante s'appelait Tita. Tita. Voilà, c'est la version. Et Jules Wauquiez était un cousin d'une de mes tantes. Comment elle s'appelait, votre tante? Alors, ma tante, elle s'appelait Ginette Smadja. Ginou, ma tante Ginou. Comment son nom de famille? Ça y est, je l'ai oublié. Vous allez vous retrouver cousin. Monique, rappelle-moi, ma tante Ginou, la femme de Simon. Ginou, c'était la mère d'Henriette. Voilà, Henriette qui est disparue malheureusement. Voilà. Donc la maman d'Henriette. Il faudrait que M. Ayoun coupe. Oui, Victor Ayoun, coupe ton micro s'il te plaît. Victor, voilà, ça y est. J'ai lu votre livre, Monsieur Attal, pour ne rien vous cacher. Je suis tombée par hasard à la FNAC dessus. Et je me suis assise par terre, comme le font beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et Boukine, donc je ne l'ai pas acheté, je suis désolée, hein, je ne l'ai pas acheté. Mais tu vas l'acheter. Mais tu vas l'acheter, Dani. Et voilà. Et donc, moi, mes filles, au point de vue tennis, mes filles ont été formées par Yannick Noah, pour ne rien cacher non plus. Pour une raison très simple, nous étions à Camarina ensemble une année de vacances. Et Yannick était là et m'a demandé gentiment si mes filles voulaient prendre des cours de tennis avec lui. Je me dis avec plaisir. Combien vous me prenez de l'heure? Moi, ça m'est égal. Je suis en vacances, donc je n'ai pas de budget. Alors, il m'a dit, mais non, c'est un plaisir. Elles sont charmantes, vos filles. Donc, il n'y a pas de problème. Tous les matins, il les prenait 2 heures et leur donnait des cours de tennis. C'était extraordinaire. Voilà. Formidable. Mon Dieu, le devenir du monde juif tunisien. Vous avez vu comme quoi il est inextinguible. Exactement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Car nous allons libérer Stéphane. Juste un mot, si c'est possible. Oui. Oui. On a parlé de Tati et de Tita. Et en fait, Tita est l'une des versions judéo-arabes de Esther. Esther, bien sûr. Bien sûr. Voilà, Esther. Bien sûr. Tita, c'est Saïta. Et c'est Kiri, Shir. Alors, c'est un travail sur lequel j'ai travaillé, un sujet sur lequel j'ai travaillé, c'est justement les prénoms judéo-arabes tunisiens. Alors, si je me rappelle bien, Stéphane avait dit que ses grands-parents, c'était Félix et Marie. Oui, et mon grand-père, dont je porte le nom. Alors, écoutez-moi, monsieur, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites. Mon grand-père, dont je porte le nom, s'appelait Sadani. Voilà. Alors, pourquoi Sadani? Parce que la racine, c'est Saïd. Saïd, c'est celui qui a du bonheur. Comme on va appeler ça Alexandre le Bienheureux. Et alors, il a été malheureux pourtant. On commence par Saïd, après c'est Saïdou, après c'est Mesaoud, après c'est aussi Saadani, entre autres. Quant à Marie, la plupart du temps, c'est on t'entend très peu, Victor. Par contre, parce que je suis dans la rue et qu'il y a du vent, c'est peut-être pour ça que vous entendez du bruit. Ok. Voilà. Alors, vas-y, abrège pour qu'on puisse avoir un son. Très bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, vas-y. Ouais. Très bien. Alors, on reprend
Félix. Tous ceux qui s'appelaient Masoud, en Tunisie, ils portaient le prénom français parallèle, Félix ou Prosper. Dans prospérité, félicité, on reste toujours dans le bonheur. OK? Maintenant, pour Marie, la plupart du temps, c'était Mreima, Myriam et ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. La racine pour Saïd et Félix, c'est Ahl al-Saad en arabe. Saad, c'est le bonheur. Saada, c'est le bonheur. Et Saada, c'est aussi un nom de famille. Tout à fait. Alors qu'on a parlé des prénoms. OK. Alors, je remercie l'ensemble des présents. Je remercie surtout Stéphane Attal, qui nous a accordé ce temps pour les mémoires des possibles itinéraires d'une famille thune. Et je vous dis dans un avenir très proche. Merci à tous. N'hésitez pas à vous inscrire aux conférences et ateliers de Qualita. J'anime avec Gérard les conférences qui sont en général du lundi matin et avec Peggy les ateliers littéraires du mardi matin. Merci Stéphane. À bientôt. À très bientôt. Shalom velishtamea.